Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Maël Bosson de eBike Labs. Alors on a parlé de sobriété, on a parlé de low-tech, aujourd'hui on va parler de l'innovation au service de la transition écologique. Salut Maël. Hello Xavier, et bonjour à tous. Est-ce que tu peux juste te présenter du coup ? Donc moi je suis Maël Bosson, donc à la base j'ai fait un cursus universitaire, donc je fais un diplôme d'ingénieur et un doctorat en maths info. Et à la suite de ça, donc j'ai créé une société qui s'appelle eBike Labs, dont je suis dirigeant aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que c'est du coup eBike Labs ? Qu'est-ce que vous proposez ? Comment t'es venue l'idée ? Alors il y a plusieurs questions là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on est eBike Labs ? Donc eBike Labs, aujourd'hui c'est une société donc à Grenoble d'une quinzaine de personnes. On a à peu près 600 actionnaires et on a à peu près 500 vélos déployés avec nos technologies. Donc nous, ce qu'on propose concrètement, c'est un logiciel qui va dans les vélos électriques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vélos électriques ont un logiciel embarqué. Et nous, on a développé un logiciel avec des capacités supplémentaires, on va dire, et notamment l'intelligence artificielle qui permet de supprimer certains composants du vélo, ce qui fait qu'il est plus simple à designer, moins cher, plus robuste, plus facile à réparer, et qui lui permet aussi d'avoir des fonctionnalités avancées, comme par exemple être capable de détecter le vol et de s'immobiliser via le moteur, ce qui fait que le vélo, il n'a aucune valeur, il n'y a aucune raison de le voler, il a aucune valeur pour le voleur, et donc ça permet de limiter ce vol. D'accord, et du coup, d'où te vient l'idée ? Comment est-ce que tu as créé eBike Labs ? Tu avais une relation particulière avec un vélo volé ? Alors, ça a été un cheminement qui était progressif, on va dire. Bon, déjà à la base, moi quand j'étais plus jeune, j'habitais en voilà, à une dizaine de kilomètres, on va dire, du centre-ville, et je faisais donc beaucoup de trajets en vélo mécanique. Puis j'avais 300 mètres de dénivelé pour rentrer chez moi, donc c'était quelque chose d'assez sportif. Et puis donc pendant mon doctorat, je me suis dit que j'avais besoin pour faire que ce soit pour mes déplacements, pour mes loisirs ou pour le travail, j'avais besoin de trouver un vélo électrique. Et je me suis aperçu que sur le marché, il y avait soit des vélos haut de gamme qui étaient inabordables en prix, soit des vélos bas de gamme mais qui correspondaient pas à ce que j'attendais en termes de qualité par rapport à un usage plutôt intensif. Donc c'est comme ça que je me suis construit un premier vélo électrique. Et voilà, et là pour moi ça a été un énorme déclic en le testant et en le faisant tester, parce que je me suis rendu compte déjà que pour moi en termes d'usage et de possibilités, c'était super, parce que je pouvais vraiment faire plein de trajets en vélo, beaucoup plus qu'avant. Donc j'ai pu revendre la voiture. Et aussi en termes d'impact sur les autres, parce qu'avant je faisais énormément la promotion du vélo et j'avais pas forcément énormément de succès. Et puis en découvrant le vélo électrique, je me suis rendu compte que on est arrivé à faire basculer beaucoup plus de gens vers le vélo, pour tout un tas de raisons, qui fait que l'adoption est plus facile qu'un vélo mécanique. Donc ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire la promotion du vélo électrique initialement. Et comme je m'étais construit un vélo électrique, en fait, j'ai été amené à en construire une trentaine pour des personnes qui, voyant mon vélo, étaient intéressées pour en avoir. Donc j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour faire ça. Et en fait, c'est là où, en effet, j'ai fait face à la réalité du vélo électrique en usage intensif, qui est que la moitié de ces vélos se sont fait voler. Parce qu'en fait, quand les vélos traînent dans la rue, ils se font très souvent voler. Oui, c'est un gros Quand score ils sont quand même. utilisés tous les jours. Donc, c'est une grosse partie, mais c'est pas si étonnant. Je sais pas si la statistique est représentative, mais pour des gens qui utilisent leur vélo tous les jours sur 6 ans, je pense que c'est assez réaliste. Donc c'est un énorme frein, c'est sûr. Et puis il y avait aussi la gestion des pannes et du SAV qui était compliqué à faire pour moi à distance. Et en fait, à ce moment-là, comme j'étais en doctorat et j'avais des voisins qui travaillaient sur la voiture autonome, je voyais tout ce qui était fait en termes de logiciel et d'intelligence pour faciliter l'adoption des voitures. C'est-à-dire que les voitures, elles se garent toutes seules, elles se conduisent toutes seules, elles détectent si elles ont des problèmes, on a des super outils pour éviter les bouchons, etc. Il y a énormément de services, de logiciels et d'intelligence logicielle qui a été développée pour faciliter l'usage de la voiture. Et je me suis dit que j'avais envie au début, j'ai eu une idée assez vague qui était
de contribuer dans ce sens-là pour le vélo, parce que je me suis dit que le vélo aussi, finalement, il y avait possibilité via du logiciel et des choses un peu intelligentes d'en faciliter Mmh. l'adoption. Et C'est c'est vrai qu'on comme n'en a ça, pas voilà, parlé, qu'on mais ton a. doctorat est quand même très lié à la construction des vélos que tu as fait par la suite? Alors, mon doctorat n'est pas lié à la construction des vélos, parce que je travaillais sur des méthodes numériques pour la chimie quantique, donc quelque chose d'assez différent. Ah oui, OK. Euh, ce qui, un des aspects intéressants, il y a plusieurs aspects intéressants dans mon doctorat. Il y a, d'une part, moi, pendant mon doctorat, j'ai été, on va dire, relativement frustré que le fruit de mon travail, finalement, soit pas directement exploité en externe à grande échelle. Donc ça, c'est une des raisons voilà, qui m'a fait changer de branche et de passer de la recherche académique où j'avais l'impression que quelque part les objectifs qu'on se donnait en tant que chercheur n'étaient pas alignés avec le fait d'avoir un impact. Donc ça, c'est un des sujets qui me tient à cœur, en effet, d'essayer de mettre des compétences et du savoir au service d'un impact. Mmh. Et d'autre part, en fait, ce que j'ai appris en termes de calcul temps réel, modélisation temps réel, ça, c'est on va dire des connaissances que j'ai acquises et où j'ai appliqué, on va dire, des aspects, des approches similaires pour le vélo électrique. Donc, ça, c'est des domaines d'application qui sont complètement différents, mais il y a des idées qui sont similaires. Donc tu poses en fait un peu le vélo en compétiteur direct de la voiture, en essayant de lui apporter des technologies qui lui permettent d'être en compétition, ou tu le vois pas du tout comme ça? Alors, je le vois pas comme ça. À la base, moi, je le voyais dans mon usage personnel. Donc, moi, j'utilisais le vélo pour aller au travail, mais aussi pour aller faire du ski, pour aller faire de l'escalade. Moi, mon vélo, je voulais juste qu'il marche tout le temps, qu'il soit Mmh. ultra fiable, que j'ai jamais besoin de l'entretenir et que voilà, et que si besoin, ça soit très simple de savoir ce qu'il faut faire pour qu'il soit toujours donc je le vois vraiment comme quelque part l'expérience que j'ai qu'on peut avoir aujourd'hui avec une voiture, avec un smartphone, on l'utilise et ça marche, on se pose pas la question et l'expérience elle est quand même super. Bah, je veux que ça soit la même chose sur le vélo. Et sur le vélo, bah, pour moi, on n'en est pas là. Et pour moi, ce qu'on apporte au niveau du logiciel, ça va contribuer à ça. Donc évidemment, c'est pas, ça reste juste une brique. Il faut aussi des gens qui designent des vélos qui fonctionnent bien. Il faut aussi des gens qui les réparent. Il faut aussi des gens qui fabriquent les composants, etc. Donc nous, on est une brique dans tout ça. Mais je pense que c'est une brique qui est importante et qui, dans toutes les industries, en fait, s'est révélée comme étant importante. Et c'est vrai que quand on a démarré la société, bah, justement, les gens se disent, bah, faire de la technologie pour le vélo, le vélo, c'est un peu l'exemple même de la low-tech, du truc qui est pas technologique, donc c'est que c'est pas Mmh. forcément intuitif. Mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est une bonne opportunité pour les startups, parce que c'est souvent dans les choses non intuitives que les startups ont voilà, quelque chose à jouer. Et en fait, quand on y pense, on va dire fondamentalement, et notamment moi, la manière dont je pense, c'est toujours de me projeter dans un futur où on a réussi la transition énergétique. Dans ce futur-là, forcément, je vois le vélo électrique comme ayant une part modale qui est 10 20 fois plus importante qu'aujourd'hui. Mmh. Et donc finalement, la valeur de ce qu'on fait va devenir de plus en plus important. Alors j'ai lu récemment, il faudra que je mettrai dans la description de l'épisode, mais aujourd'hui effectivement le déplacement à vélo représente, 2 des déplacements en France, je crois, Mhm. versus plus de 80 pour la voiture individuelle. Donc c'est ça en fait. Aujourd'hui, il y a un énorme potentiel de croissance pour le Mmh. vélo. Et c'est vrai qu'on a souvent des détracteurs qui se disent mais si on fait la promotion du vélo électrique, ça va faire des usagers en vélo en moins. Moi, je pense que ça fait surtout des usagers à vélo en plus. Euh, et, et donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose d'intéressant à faire pour contribuer à cette transition, Mmh. notamment sur le sujet de la mobilité urbaine. Est-ce que du coup, tu sais si on est, en avance, en retard par rapport à d'autres pays, voisins? Est-ce qu'on a des exemples de transitions de mobilité qui ont été mieux faites ou qui sont juste plus en avance, chez nous et sur lesquels on peut prendre exemple? Ou sur le vélo électrique en France, on est déjà avancé? Alors, je dirais pas qu'on est les plus en avance, c'est pas forcément les plus en retard. Évidemment, il y a des pays où il y a des villes où la part modale du vélo est autour des 40-50%. Mmh. Et c'est vrai que c'est des pays où il fait pas forcément exceptionnellement beau, etc. Donc ça, c'est juste pour Mmh. que tous les détracteurs qui pensent qu'on peut pas faire de vélo s'il y a un peu de vent ou s'il y a un peu froid. Donc ça montre que c'est possible d'aller vers des parts modales qui sont significativement supérieures et ça fait je pense, des villes qui sont très agréables à vivre. Donc voilà, après il y a des pays qui sont plus en retard que nous, donc je sais pas. Je pense que
peut-être ce qui est intéressant, moi je trouve en France, c'est que je pense qu'en termes d'infrastructure, on a clairement du retard par rapport aux pays les plus avancés. Mais il se passe quelque chose d'intéressant aujourd'hui avec le vélo électrique, c'est qu'il y a d'un côté, en fait, on ralentit les voitures, puisque aujourd'hui presque dans tous les centres-villes, on passe à des limites de vitesse à 30 km/h. Et de l'autre Mm. côté, le vélo électrique, ça revient à accélérer un petit peu le vélo, puisque sur un vélo électrique, en fait, on est quasiment systématiquement à 25 km/h, qui est la vitesse limite à partir duquel le moteur se régule pour pas dépasser cette vitesse-là. Mm. Et ce qui fait en fait que je trouve que le vélo, via le vélo électrique, en fait, peut vraiment prendre sa place et cohabiter avec les voitures de manière beaucoup plus acceptable, on va dire, qu'il y a quelques années où il y avait des voitures à 50 km/h et des vélos mécaniques à 15 km/h. Complètement. Et je crois qu'à Paris, donc moi je suis à Paris. La moyenne de déplacement en voiture dans le centre-ville, c'est 14 km/h et à vélo, c'est 16. Donc il y a ce petit différentiel qui est intéressant à noter aussi là-dessus. Vous en êtes où du coup chez eBike Labs? Est-ce que du coup vous avez déjà pu faire profiter de votre techno à des flottes de vélos, à des particuliers, ou est-ce que c'est encore en phase de développement? Alors donc nous, on a eu une première phase, on va dire, d'expérimentation à assez grande échelle, puisqu'on a déployé des produits sur à peu près 500 vélos. Donc avec un premier business model où on vendait à la fois l'électronique et le logiciel qui allait dedans. Et en fait, pour passer à l'échelle et passer sur des flottes de plusieurs dizaines de milliers de vélos, on s'est aperçu qu'on avait besoin de faire un pivot et de changer de stratégie et de ne devenir qu'une société 100% logicielle, ce qui a plusieurs avantages. Un des avantages, c'est qu'en tant que petite société, c'est assez facile de garantir le fonctionnement d'un logiciel, et que même dans les pires cas, en cas de faillite, un logiciel, ça se transmet, alors qu'une fois si par exemple on a déployé plein de produits et qu'il n'y a plus de pièces disponibles, c'est plus compliqué à gérer pour un client. Et l'autre avantage, c'est que nous, en fait, on se ressent sur notre cœur de valeur, là où on pense qu'on est un des acteurs. On a clairement un point de focus. Donc, à l'international, on est très compétitif sur ce sujet-là. Et donc, voilà, donc plutôt que d'avoir un scope un peu large, on va dire en termes de produits, on s'est recentré sur quelque chose en effet, qui paraît très restreint, mais qui permet d'attaquer en fait des très gros marchés. Et donc là, voilà, on est en phase de contractualisation pour des déploiements de l'ordre de 100 000 vélos. D'accord, ok. Et concrètement, en fait, c'est des solutions qui peuvent se plugger sur des flottes de vélos comme Vélib à Paris, comme Vélib à Lyon, toutes les flottes de vélos partagées publiques ou des métropoles. Donc nous, concrètement, on s'adresse à ceux qui designent les vélos. Donc soit des vélos qui sont utilisés donc dans des flottes type Vélib, soit ça peut être des vélos qui vont être vendus aux particuliers, mais derrière aussi gérés quelque part sous forme de flotte, parce qu'avec des services de maintenance, des assurances anti-vol, etc. Donc nous, notre cible, ce sont les acteurs qui designent un vélo, et c'est à ces gens-là qu'on propose de travailler ensemble pour designer un vélo qui justement intègre notre logiciel, donc intègre des fonctionnalités avancées. Et c'est au moment où ils déploient ces vélos qu'on va nous faire nos revenus et grandir avec nos clients, quoi. Alors, on a beaucoup parlé de sobriété dans The Big Shift. On a parlé un peu de low-tech, comme je l'ai dit rapidement en introduction. Toi, tu penses que l'innovation, la techno sont des solutions qui permettent d'accélérer la transition écologique dans certains cas. Tu as beaucoup de détracteurs. Quand j'ai fait quelques recherches pour préparer cet entretien, je me suis rendu compte que tu avais un certain nombre de détracteurs. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est que la plupart de ces détracteurs sont en fait des vélocistes comme toi, et donc qui prônent la même chose finalement, qui prônent un usage du vélo plus important. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux camps. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Comment ça se fait qu'en fait, on n'arrive pas à travailler en commun pour essayer juste de faire grandir l'usage du vélo et basta, quoi. Très honnêtement, c'est quelque chose qui m'a pas mal surpris au début. Donc maintenant, c'est vrai que je m'y suis habitué. Donc c'est aussi quelque chose que quelque part je peux comprendre. C'est que le vélo aujourd'hui, c'est un symbole en termes de low-tech, parce que c'est un super objet qui est super pratique, qui rend plein de services sur un vélo simple mécanique. C'est vrai que ça a des très grandes durées de vie, très facile à réparer, tout un tas de vertus. Et souvent, du coup, on a tendance à opposer, on va dire, les hautes technologies avec le fait d'avoir des objets qui sont simples et qui amènent de la sobriété. Pour moi, eBike Labs, on a un contre-exemple de ça, parce qu'en fait, on fait de la haute technologie
pour justement faciliter un usage l'usage du vélo qui en soi est extrêmement sobre et voilà, les ordres de grandeur sont assez faciles à calculer sur un vélo électrique. Si par exemple on prend le sujet des batteries, si on compare par rapport à une voiture, elle va consommer à peu près 10 fois plus au kilomètre et on va vouloir faire 10 fois plus de kilomètres. Donc en fait, on a des batteries qui sont à peu près 100 fois plus grandes dans une voiture électrique. Donc quelqu'un qui achète une voiture électrique, de base, c'est comme s'il achetait 100 vélos électriques quoi, dans son garage. Et c'est vrai que dans les détracteurs, donc il y a tout un tas de personnes qui du coup sont très réfractaires à la pollution engendrée par ces batteries, cette électronique. Et je conçois que ça soit une préoccupation. C'est une préoccupation qui est légitime et importante. Après, moi, je pense qu'il faut aussi bien garder en tête les ordres de grandeur et que tout l'enjeu, c'est en effet de passer de 2% de part modale du cycle à 20-30%. Et c'est ça qui fait qu'au global, l'impact du vélo électrique sera très positif. Pourquoi c'est compliqué en fait de faire comprendre que le vélo électrique, bah, c'est pas le diable, mais que ça permet juste de faire augmenter la part modale du vélo? Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que c'est parce que le vélo, c'est un mode de vie et qu'on a du mal à penser à autre chose, vraiment, ou... Alors, je sais pas si je suis un expert du sujet. Moi, j'ai plusieurs interprétations. Je pense qu'il y a en effet le côté symbolique où je me dis si je maîtrise ce qui est fait... Voilà, moi, par exemple, j'aime bien le vélo électrique parce que je maîtrise tout ce qu'il y a dedans. Le moteur, la batterie, etc. J'ai déjà assemblé des batteries, etc. Et j'aime pas les voitures parce qu'en effet, quand ça marche pas, je sais pas comment ça marche, ça m'énerve. Et je conçois quelqu'un qui maîtrise parfaitement le vélo mécanique et qui maîtrise pas le vélo électrique, bah, il y a une espèce de refus de ce nouveau truc parce que c'est des nouvelles choses à comprendre et du coup, c'est plus facile de le refuser en bloc que de se demander ce que c'est, ce que ça veut dire. Effectivement, ça amène une autre question, c'est on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'est pas en train de complexifier moyen de transport non motorisé le plus rapide et le plus réparable? Un logiciel comme le vôtre, si vous n'êtes pas sur place et que le vélo a un souci, bah, n'importe quel vélociste ne saura pas le réparer. Il faudra aller dans un endroit spécifique, ça coûtera plus cher, ça demande des compétences supplémentaires pour des mécaniciens qui savent pas finalement qui savent pas le faire, quoi. Donc en effet, c'est un peu je pense qu'il y a cette crainte que le vélo électrique envahisse tout le vélo, mais ne fasse pas grandir quelque part le marché du vélo. Et moi, c'est vrai que je suis absolument convaincu qu'en fait, le vélo électrique va faire grandir en fait le marché du vélo. Pour moi, les fondamentaux, ils sont assez simples. C'est-à-dire qu'un vélo, ça reste, par rapport à un vélo électrique, ça reste moins cher, plus simple, ça a tout un tas d'avantages. Donc en fait, si on n'a pas besoin de vélo électrique, il faut faire du vélo, quoi. Et je pense qu'assez naturellement, les gens vont continuer à faire du vélo s'ils n'ont pas besoin de vélo électrique. Et que le gros avantage en fait du vélo électrique, c'est que s'il y a moins d'usagers de la voiture dans les villes, en fait, il y aura plus de cyclistes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le principal frein au développement du vélo, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est quoi? C'est la peur de se faire renverser par une voiture. Donc en fait, quand il y a moins de voitures, ça entraîne, à dire assez mathématiquement, plus de vélos derrière. Donc moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a une synergie entre les deux et que je trouve ça génial que des gens fassent du vélo, que des gens fassent du vélo électrique. En tout cas, dans la transformation des villes, je pense qu'un des gros enjeux, c'est qu'il y ait moins de voitures, quoi. D'accord, ok. Toi, tu fais plutôt du vélo cargo. C'est parce que tu remplaces la voiture par un vélo, ou est-ce que du coup il y a une différence, que tu sens plus en sécurité sur ce genre de vélo? Est-ce que c'est vraiment pour pouvoir faire tous tes déplacements avec? Bah je trouve que c'est une expérience qui est assez intéressante parce que moi j'ai un vélo électrique standard et un vélo cargo électrique. Alors bon, j'ai un enfant à déplacer chaque jour, donc la plupart du temps, de toute façon, j'ai besoin de prendre le vélo cargo pour le déplacer. Et je trouve que le vélo cargo, ça fait partie de ces objets qui sont aujourd'hui très peu. Je pense qu'on est vraiment au tout début, parce qu'en fait, et pour moi, c'est ça que couvre aussi comme perspective le vélo électrique, c'est d'avoir le vélo cargo, c'est que déjà visuellement, ça ressemble un peu plus à une voiture, quoi. Il y a quand même une petite cabine, il y a de quoi mettre pas mal d'affaires, il y a de quoi mettre une ou deux personnes. Se protéger du vent, du froid, de la pluie dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est quand même assez confortable. Moi, mon fils, il s'endort presque à chaque trajet, donc je pense que ça va, c'est plutôt assez agréable. Et du coup, ouais, c'est sûr que nous, alors
on a une voiture, un vélo cargo et un vélo électrique classique. Et moi, ça me permet de jamais utiliser la voiture, sauf quand on est tous ensemble ou là on prend la voiture. Donc, en tout cas, dans notre configuration actuellement, où on est en dehors de la ville, ça nous permet surtout d'éviter d'avoir une deuxième voiture. Et quand on habitait en centre-ville, on pouvait utiliser les systèmes de voitures partagées, et ça fait qu'on n'avait pas de voiture. D'accord, ok. Est-ce que tu aurais des conseils du coup pour des utilisateurs qui aimeraient passer au vélo mais qui savent pas comment faire, qui ont du coup les craintes qu'on a évoquées tout à l'heure? Comment est-ce qu'on fait pour se mettre au vélo pas à pas au fur et à mesure ou le faire tout de suite? Est-ce que tu as des petits tips que toi tu fais au quotidien et qui te permettent de faciliter ta vie à vélo par tous les temps? Moi, je pense que moi, généralement, ce que je conseille, c'est de ne pas lésiner sur l'équipement de son vélo, assez simplement d'avoir des bons pneus avec très peu de crevaisons, un bon éclairage, et avoir des très bons habits de pluie. Ça change radicalement la donne. C'est-à-dire que assez souvent, si on prend un vélo entrée de gamme, en fait, on va avoir des crevaisons assez vite et très souvent le vélo est fini au garage et on le répare jamais. Ou alors simplement si un jour on se prend la pluie et qu'il fait un peu froid, c'est extrêmement désagréable. Alors qu'en fait, avec une bonne cape de pluie, voilà, il y a aucun souci. Donc, je pense faut bien prendre conscience de l'importance de l'équipement pour avoir au quotidien une bonne expérience. Et moi, souvent, les gens sont surpris, ils ont l'impression que ça m'arrive souvent d'avoir des réflexions du type mais toi, tu as beaucoup de courage parce que tu fais ça, etc. Puis, moi, quand je prends mon vélo, j'ai pas du tout l'impression d'avoir beaucoup de courage. J'ai l'impression que c'est les gens qui prennent la voiture qui ont beaucoup de courage. Et quand je vais prendre la voiture, je trouve ça souvent beaucoup plus pénible. Donc voilà. Et ça, je pense que ça dépend beaucoup de comment on s'habille et de comment on est équipé. Oui, finalement, la grosse différence, c'est de voir le vélo comme un moyen de déplacement principal et pas comme un moyen de déplacement annexe pour les beaux jours uniquement, qui est le vélo plaisir ou le vélo loisir, mais plutôt le voir comme le vélo utile, quoi. Ouais, puis je pense que moi j'ai un petit peu aussi capitalisé sur une expérience de la montagne où finalement on s'habille bien, on fait attention à voir ce qu'il faut pour rester au sec, etc. Et en fait c'est tout à fait possible et ça amène un confort qui est important, quoi. Et du coup, quand on voit des gens qui font de la montagne super bien équipés, derrière avec leur vélo ils ont rien et t'expliquent que le vélo c'est pas confortable, je dis ouais mais c'est vrai que ça demande aussi un petit investissement. Oui, c'est vrai. C'était un échange très agréable. Ça va être un épisode un peu didactique. Comment est-ce qu'on se met au vélo pour les auditeurs de The Big Shift? Écoutez, n'hésitez pas, que vous soyez à Paris ou ailleurs, c'est possible en banlieue, c'est possible en ville, c'est possible même aussi à la campagne. Donc le vélo, il faut s'y mettre tout de suite pour renverser la part modale de ce moyen de transport. Merci Maël. Merci à toi Xavier. Peut-être juste pour rajouter, je pense qu'il faut s'y mettre tout de suite et puis ceux qui s'y mettent pas, c'est aussi très important d'encourager ceux qui s'y mettent parce que de toute façon on est dans cette transition où on va vers plus de vélo et voilà, il y a autant qu'on le fasse tous ensemble. Merci Maël. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.